Oui, donc je vais faire un talk sur la revue de code par IA. Donc, pour commencer, je me présente, donc Floris Métais, je suis expert technique chez Scully. Ça fait 13 ans que je fais du dev mobile, donc mon expertise maintenant, elle va être sur du React Native et sur de l'iOS Native. Et chez Scully, je suis membre on appelle ça les AI Avengers, c'est la core team IA. Donc, pourquoi vous présenter la revue de code par IA? Donc, avant IA, et c'est encore un peu le cas maintenant, la revue de code, c'est le pilier de la qualité de nos développements. Mais ça a aussi des inconvénients. Vous, sur vos projets, quelle est la durée moyenne entre la création et l'acceptation d'une MR ou d'une PR? Est-ce que vous pouvez me dire approximativement, est-ce que c'est plutôt de l'ordre de l'heure? Est-ce que c'est plutôt sur plusieurs jours? Un jour? 4-5 jours? 2 jours? Bon, c'est à peu près ce qu'on a aussi chez Scully. Effectivement, ça va dépendre des projets, ça dépend du nombre de personnes, ça dépend de la taille des MR, mais c'est plutôt long. Donc, la problématique, c'est que ça, c'est une vraie capture d'écran sur un projet, avec pas beaucoup de développeurs pourtant, et donc on se retrouve avec une longue liste de MR, PR à valider. Et donc, qui dit MR qui traîne dans le temps, veut dire aussi plus de chances d'avoir des conflits et donc d'avoir des rebates à faire sur les MR. Le deuxième pain point, ça va être sur la subjectivité. Donc, chaque reviewer va faire attention à des parties différentes. Il y en a qui vont plutôt faire attention à la syntaxe, il y en a qui vont plutôt faire attention à l'architecture, plutôt fonctionnelle. Enfin, chaque personne va être attentif à une partie spéciale. Et donc, les retours vont dépendre du reviewer. Et pour terminer, il y a aussi beaucoup d'erreurs humaines. Quand on nous fait une MR de 1000 lignes ou plus, forcément, sur la fin de l'MR, on va avoir tendance à ralentir un petit peu et à se dire, bon, bah, allez, tout ça, je le passe rapidement, je fais moins attention et à valider un peu plus rapidement. Comment est-ce que l'IA, elle peut nous assister là-dedans? Donc, comment ça fonctionne? On prend le diff d'une MR, on le donne à l'LMM, et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une analyse syntaxique du code. Donc, il va regarder le code qui est modifié, les lignes de code au-dessus et les lignes de code en dessous, comme ferait finalement un reviewer. Et il va aller regarder la syntaxe, la sémantique, le style. Et ensuite, il va faire des commentaires sur la MR, la PR. Quelques exemples d'outils que j'ai vus ou que j'ai pu tester. Donc, GitHub Copilot. Donc, chez nous, on utilise GitHub Copilot pour le dev. Peut-être que vous avez vu beaucoup de pubs. Ils font beaucoup de pubs en ce moment, c'est CodeRabbit. Celui qu'on utilise actuellement, c'est Grapetile. On trouve qu'il a très bons résultats. Et on a fait un test sur GitLab Duo Code Review, parce que chez nous, on est sur GitLab, donc on va voir ce que ça donnait. Et en dernier que je n'ai pas testé, c'est Gemini Code Assist, mais on m'a dit qu'il était très bon. Quelques exemples concrets de retours que peut vous faire LLM. Donc là, le premier, c'est un retour un peu typique, c'est vous faites une faute de frappe sur Authenticated, vous oubliez un hash. C'est le genre de choses qu'un humain ne va pas forcément voir. Lui, il est très bon là-dedans. Il en laisse vraiment pas passer beaucoup. Même si c'est une MR de 1000 lignes, il va le voir. Si vous lui donnez des règles personnalisées, là, par exemple, on lui donnait comme règle personnalisée la syntaxe, la casse des formats, des fichiers. Il va faire un retour en disant, bah là, vous avez utilisé la cable case, alors que c'est plutôt la camel case. Après, il peut quand même faire des retours un peu plus évolués qui s'apparentent un peu à des retours fonctionnels. L'exemple qu'on a en haut à gauche, c'est un exemple où il va voir qu'on parle de date, il y a une date de début, une date de fin, mais il voit que dans le code, il n'y a pas de vérification de est-ce que la date de début n'est pas après la date de fin et comment est-ce que vous avez fait pour... Enfin, est-ce qu'il y a un code qui va gérer ça correctement? Après, si on ne lui donne pas, il n'est pas capable de voir vraiment les critères d'acceptation de l'US, mais
pour des règles un peu globales qui marcheraient quel que soit le contexte, il va être capable de faire des retours un peu plus fonctionnels. Et ce qu'on voit en bas à droite, il peut aussi nous prévenir sur les changements qui pourraient être des changements qui ont été faits par erreur. Là, dans ce cas-là, c'est sur l'interface, le dark mode, le light mode. Il voit qu'on est en train de forcer le light mode et il dit attention, si vous faites ça, le dark mode ne sera pas géré automatiquement. Est-ce que c'est volontaire? Ce qu'il va pouvoir permettre de faire en plus des commentaires, c'est qu'il va pouvoir donner une description de l'AMR. Il va venir lire tout le contenu de l'AMR et il va essayer en quelques petits bullet points de venir détailler tous les changements comme lui l'a compris. Et certains outils, greptag le fait et je trouve que c'est vraiment très intéressant, il va donner un score de confiance sur la AMR. Est-ce qu'il pense que c'est une AMR qui est fiable, qu'on peut l'immerger facilement, ou est-ce qu'il pense à l'inverse que c'est une AMR où il y a beaucoup d'erreurs, qu'il peut y avoir ça peut entraîner des crashs potentiellement, et là dans ce cas-là, le score il va plutôt se rapprocher de 1 sur 5. Quels sont les avantages et les limites de la revue de code par IA? Donc, le premier avantage, c'est le gain de temps. Donc, ça permet de gagner énormément de temps. À partir du moment où vous créez votre revue de code, au bout de 30 secondes à 5 minutes, suivant la taille de l'AMR et l'état des serveurs, vous allez avoir un retour. Je ne sais pas si sur vos projets, vous arrivez à avoir des reviewers qui sont capables en 5 minutes de revoir toute une PR juste après que vous l'ayez créée. Nous, on a du mal à faire ça. Et donc, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire qu'en 5 minutes, on a déjà des retours, on peut commencer à les traiter et après faire passer un reviewer humain sur le code. C'est aussi intéressant d'avoir le résumé. Donc, nous, on continue d'écrire la description de l'AMR à la main. Mais c'est intéressant d'avoir une description plus détaillée de tout le code qui a été changé sur l'AMR sans avoir besoin de tout lire. Il va être capable, comme je montrais tout à l'heure, de détecter tout ce qui est des problèmes qui soient simples, tous les problèmes de cases, d'être oublié. Il fait des corrections aussi sur l'anglais, si on écrit des mauvaises formulations. Et après, quelques problèmes moyens, voire même dans certains cas des problèmes assez complexes. Il va arriver à nous faire des retours vraiment pertinents. L'autre avantage, c'est la cohérence des revues. Là, il n'y a plus l'histoire de « Ah, cette MR, elle faisait 1000 lignes, en plus j'étais un peu fatigué, j'étais pressé de partir, c'était juste avant la mise en prod. » Bon, là, dans tous les cas, il va y avoir la même rigueur. Donc, on aura des retours qui seront plus pertinents d'une MR à l'autre. Les limites, par contre, donc, au niveau de la compréhension métier, pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution pour lui donner les critères d'acceptation de l'US ou alors toutes les règles métiers du projet. Donc, il ne va pas être capable de vous dire le code est beau, mais en fait, il ne marche pas derrière. La fonctionnalité, je sais pas, le bouton, il n'a pas été implémenté sur l'écran du tout. Tout l'écran a été créé, mais il n'y a pas le bouton qui emmène vers cet écran-là. Il y a des chances qu'ils passent à côté de ça et qui disent oui, on peut merger, alors que là, ça fera rien. Ça n'ajoutera pas une nouvelle fonctionnalité. Il y a certains commentaires qui ne sont pas pertinents et tous les LM vont avoir tendance parfois à halluciner. Des fois, il va nous faire des retours sur des choses qui ne sont pas pertinentes dans notre cas, ou même pour certains cas, des retours qui sont vraiment totalement faux. Donc, comme pour un retour qu'un humain pourrait faire, il faut challenger chacun des retours. Il a une vision qui est partielle de tout le code du projet. Il ne va pas être capable de tout voir, mais finalement, c'est un peu comme un humain. On ne va pas se rappeler de tous les fichiers qu'il y a dans le projet. Certains outils comme greptag qu'on utilise, il va faire une analyse de tout le projet, relire tout le code source et créer un diagramme pour essayer de détecter, ah tiens, vous faites référence à ce fichier, mais je vois qu'il n'existe pas dans le projet. J'avais fait une MR de test comme ça et il m'a fait un retour en me disant non, ça n'existe pas, c'est pas possible, ça ne marchera pas.
faut faire attention à la confidentialité du code. Donc, ça dépend quels outils vous avez l'habitude d'utiliser pour l'IA. Si vous avez déjà, par exemple, GitHub Copilot, vous savez que vous pouvez continuer d'utiliser et vous n'allez pas donner le code à d'autres tiers. Si par contre, c'est pas le cas, faut faire attention à l'outil que vous utilisez, mais comme pour les assistants de code. Et enfin, on a toujours besoin d'un humain pour la validation finale, parce que, comme je disais, c'est pas encore fiable à 100%, et je sais pas si ça sera fiable à 100% un jour. Quelques bonnes pratiques que moi je recommande, c'est ma vision. Avant, sur la plupart des projets, ce qu'on sait, c'est qu'on avait 2 reviewers humains. Moi, je recommande de passer à un reviewer humain qui va plutôt faire attention à tout ce qui est vision architecture, vision métier, qui va faire des retours sur ce genre de choses, et un reviewer IA qui, lui, va être capable de vérifier méticuleusement chacune des lignes avec la même rigueur sur chacune des lignes. Donc, c'est intéressant aussi pour l'humain, parce que ça permet de se concentrer sur la partie qui est plus intéressante pour moi dans la revue de code, plutôt que d'aller vérifier s'il n'y a pas une lettre en trop, une faute de frappe, une case qui est différente. On va plutôt se concentrer sur vraiment, est-ce que la fonctionnalité est pertinente, est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'il n'y a pas des cas qui auraient été oubliés. Et ma deuxième recommandation aussi, c'est personnaliser les prompts de revue. Donc, sans personnaliser, il va vous faire des retours qui sont déjà très pertinents, mais vous pouvez venir rajouter toutes vos règles spécifiques à votre projet. Là, j'ai mis des exemples dans GrabTile. Donc, voilà, nous, dans notre projet, on mettait les énuments en uppercase, et on a tout un ensemble de règles qu'on peut lui lister, et lui venir faire des retours particuliers sur ces différents points. Donc voilà, j'ai terminé. Donc pour ouvrir un petit peu le débat, je me posais la question, comment est-ce que l'IA a transformé vos pratiques de revue de code chez vous? Nous, on utilise Copilot, effectivement, la première passe. Ah oui. Non, c'est bon, c'est pour les gens. Merci, assistant. Effectivement, moi, je travaille dans une team où on est 4 développeurs sur la même code base, et on utilise Copilot directement sur GitHub, et ça fait à peu près ce que tu dis, effectivement, des revues simples, mais très souvent pertinentes sur des détails d'implémentation. Et sinon, je voulais te lancer sur une question. Est-ce que tu as tenté de beaucoup plus muscler la partie customisation? Oui, sur GrabTile, ça fait pas très longtemps qu'on l'utilise, mais comme je disais, on a fait toute la partie règles personnalisées. Comme tu peux le voir là, sur le slider en bas, on a quand même pas mal de règles qui ont été ajoutées. Donc, on est parti des règles qu'on utilisait déjà pour tout ce qui est GitHub Copilot, et on les a adaptées là pour la partie revue de code. Ce qui est aussi intéressant avec GrabTile, c'est qu'on peut lui poser quand il nous fait un commentaire, on peut venir lui répondre et lui dire ce commentaire n'est pas pertinent, et lui va venir rajouter la règle. S'il y a plusieurs personnes qui font les retours, il va venir rajouter la règle en disant tiens, je sais qu'il ne faut pas faire un retour sur ça, sur d'autres projets ça serait pertinent, mais sur ce projet c'est pas pertinent. Et donc on l'a testé, là automatiquement il y a une liste, je crois qu'on est à 13 règles qui ont été proposées en discutant avec GrabTile dans les commentaires. Ok, merci. Et GrabTile, tu l'utilises comment? Ça s'interface comment avec Git ou avec ce que vous faites habituellement? En bas à droite, tu as un exemple de commentaire. Donc, on utilise GitLab. Et donc, sur une MR classique que tu fais dans GitLab, tu vas avoir un commentaire comme un humain, c'est un commentaire qui est fait automatiquement. Puis après, pour l'installer, tu as toute une partie où tu... c'est un outil que tu rajoutes. Ouais, c'est ça, un outil que tu rajoutes. À GrabTile, tu peux aussi lui donner un score. Enfin, tu peux lui dire, est-ce que tu es strict, très strict, pas strict, un curseur que tu peux mettre. Tu peux lui dire, est-ce que tu veux des commentaires sur le style, la syntaxe, la sémantique. Tu peux coucher comme ça. Il y a une grosse personnalisation que tu peux faire sur GrabTile.
Et GregTile, on l'a choisi, nous, en particulier sur notre projet, parce que tu peux le self-hosted. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ça. Oui. Moi, j'avais une question. Vous avez évoqué, enfin, tu as évoqué que tu donnais le patch à ton outil pour faire la revue de code, mais tu lui donnes pas le contenu de la story qui est associée, qui a fait créer le besoin, quoi, pour savoir si c'est en phase, s'il y a un lien. En fait, il vient se connecter automatiquement à GitLab, regarder tout le code de l'AMR. Mais en entrée, il n'a que le code de l'AMR. Donc, c'est la partie qui disait que peut-être qu'on aurait moyen d'améliorer ça pour qu'en entrée, il y ait non seulement le code de l'AMR, mais qu'il ait aussi toutes les règles de la user story qu'il faut implémenter. Ça fait que les retours pourraient être encore plus pertinents avec tout ça. Merci. Moi, c'était plus pour un retour d'expérience. On m'entend bien, oui. Nous, on utilise le Bugbot de Cursor. Et c'est par rapport à ce que tu disais sur le fonctionnel, où je trouve qu'il nous, il a été plutôt pertinent. Alors, on a souvent des faux positifs, mais il y a plein de fois où il a des questions pertinentes. On va au moins regarder que ça fonctionne à un cas auquel on n'a pas forcément pensé. Des fois, on a eu des fixes à faire. Des fois, c'était un faux positif. Mais je trouve que c'est vraiment pertinent ce qu'il peut dire sur le sujet, même sur du fonctionnel, alors qu'il n'a pas les capteurs d'acceptance. Est-ce que dans les retours fonctionnels, c'est des retours un peu logiques, tu vois, comme dans l'exemple que je montrais ici sur, tu vois, une règle qui peut s'appliquer un peu tout le temps, la date from, est-ce qu'elle peut être après la date to, ou est-ce que c'était du fonctionnel vraiment spécifique à votre projet? Non, c'était vraiment du fonctionnel spécifique à notre projet. Alors après, j'en parlais avec Olivier juste à côté, on travaille sur le même projet. Moi, je suis sur le scope player vidéo, donc je suis certainement que ce qui est attendu est connu, puisque c'est déjà présent dans plein d'autres apps, donc c'est peut-être plus facile sur ce scope-là. Mais en tout cas, on a des retours vraiment fonctionnels pertinents liés au player, en tout cas. Voilà. J'ai une question. Est-ce que les outils de revue savent dire des trucs pertinents sur la qualité des tests qui font partie de l'AMR? Est-ce qu'ils savent voir qu'il manque du test, qu'il n'y en a pas, que c'est pas cohérent, pas consistant? Je me rappelle pas d'avoir eu de commentaires sur des tests. Je m'entends dans les autres avec qui je travaille, mais... Je pense que ça se configure, comme Floris disait tout à l'heure, je pense que c'est vraiment quelque chose dans lequel on pourrait mettre des instructions et lui dire, va voir qu'on ait bien testé telle ou telle partie. Bah, nous, on utilise aussi un bot Danger, tout simplement, pour voir certains fichiers vraiment simples comme des utils. Si au moins, eux, ils ont été couverts par des TU. Mais ça m'étonnerait pas. Effectivement, nous, on ne fait pas trop de commentaires là-dessus, mais peut-être parce qu'elles ne sont pas faites. C'était parfait, il n'y avait rien à dire. Non, et je pense que ça m'est déjà arrivé quand je fais des gros scénarios de test qui disent que le test il est complètement demi, un peu, genre, parce que des fois on utilise l'IA pour faire des tests et le test il fonctionne, mais il a pas beaucoup de sens en fait derrière. Et ça m'est déjà arrivé que le disent. Mais je pense qu'on pourrait le forcer à être plus de commentaires grâce aux rules et aux comptes. Effectivement, c'est pas la plupart des retours ne sont pas sur les tests. Je me demandais si vous aviez aussi testé d'avoir des descriptions de PR plus détaillées, des commits, des noms de commits plus clairs, et est-ce que ça avait un quelconque impact sur la qualité de la review faite par l'IA? Alors, les descriptions sont plutôt détaillées, pas autant que ce que lui il arrive à écrire, mais on détaille quand même les grandes fonctionnalités, la user story, mais comme je disais, on ne décrit pas tous les critères d'acceptance dans la description. Les messages de commit, je pense pas trop mal, on utilise le conventional commit et on rattache le numéro du ticket, on décrit à chaque fois ce qu'on a implémenté, mais j'ai pas fait l'expérience d'une MR avec beaucoup de commits pertinents et une MR sans commit. Est-ce qu'il utilisait ça? Je ne sais pas s'il l'utilise d'ailleurs. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Bah, il regarde quand même commit par commit. Enfin, je sais pas si tu as déjà fait des reviews de code, par exemple, sur... je sais que j'en fais faire par Claude Code, par exemple, et il va quand même
les lire un par un. Donc je pense qu'il les analyse quand même, parce qu'il va le voir le diff de commit par commit. Donc il le sait que c'est séparé, quoi. Peut-être effectivement. Je sais pas comment fonctionne GetUptile, tu vois, je sais pas si il regarde que à la fin, une fois qu'il a MR, il regarde que le diff, ou est-ce qu'il regarde le diff commit par commit, comme tu disais, comme si tu l'utilises sur ton IDE. Parce qu'effectivement, c'est une des différences qu'on a avec GitHub Copilot. On peut faire de la revue de code sur GitHub Copilot dans l'IDE, mais il faut faire commit par commit avant de committer les fichiers. Je rebondis sur les outils. Tu as parlé de CodeRabbit. J'ai utilisé pas mal l'année dernière et ils étaient un peu jeunes. Ça s'est beaucoup amélioré depuis. On avait regardé aussi Graphite, que tu cites pas, Non, qui vient d'être acheté par Cursor. Okay. Et du coup, les deux, ce que je vois comme avantage, c'est qu'ils sont connectés au Jira et ils regardent les tickets comme la question qui était posée, et ils récupèrent avec Cursor maintenant aussi les rules qu'on a mis dans Cursor. Donc du coup, tous les conventions de codage qu'on s'est mis, etc., sont appliquées lors de la MR, enfin en tout cas de la revue, et à regarder, quoi, parce que je pense que Graphite va vraiment monter. Je connaissais pas celui-là. Je sais qu'il y en a plein, ça a Oui. bougé entre le moment où j'ai commencé à faire l'étude et maintenant, ça a bougé énormément tout ça. Et effectivement, Claude c'est aussi pertinent pour les revues, mais là, il est pas forcément, il est sur le poste, c'est pas forcément sur le GitLab, quoi. On a une dernière question. Non, c'est bon. Merci, Floris.